On en parle. Selon un sondage IFOP fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio paru le 23 février dernier, à 17 mois de l'élection présidentielle française qui aura lieu le 7 mai 2017, Marine Le Pen, chef du Front national, devancerait tous les candidats, sauf Alain Juppé, qui est actuel maire de la ville de Bordeaux. François Hollande serait éliminé dans presque tous les cas. Or, une bande dessinée intitulée La Présidente imagine la France en cas de victoire de Mme Le Pen, un livre écrit par François Durper et dessiné par Farid Boudjelal, qu'a lu pour nous Elisabeth Vallet, professeure au département de géographie de l'UQAM et membre de l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie-Louise. Alors Elisabeth, Marine Le Pen visitait aujourd'hui même le Salon de l'agriculture qui se tient à Porte Versailles. Alors c'est un événement très important en France, à Paris. Souvenons-nous que c'est là que Nicolas Sarkozy avait lancé... Casse-toi pauvre con. Ben voilà. Alors qu'il était au pouvoir, on était en 2008, il était président et non pas candidat aux élections. Alors Marine Le Pen a lancé d'ailleurs le 23 février dernier un blog intitulé Carnet d'espérance. On va remplacer les références dans nos médias sociaux. Alors c'est une opération charme pour Marine Le Pen à l'heure actuelle. Là. Mais qui s'inscrit en fait dans la logique de ce qu'elle est depuis pratiquement son entrée au FN dans les années 80. Dès le départ, elle s'est positionnée à la gauche de son père, ce qui était pas très difficile, mais en cherchant à peut-être, en étant moins dur sur des positions comme l'avortement. Sa vision de l'islam est un islam de France, donc c'est un rejet de l'étranger, mais pas forcément de la différence. Donc fondamentalement, elle s'inscrit sur un socle de valeurs qui est un petit peu distinct de la base la plus extrême du Front National. Et elle a accédé au pouvoir et lorsqu'elle a fini par évincer son père en avril 2015, là, elle a vraiment cherché à dédiaboliser tout le discours du Front National et à enlever peut-être toutes les aspérités trop fascistes, trop néo-nazis. On sait qu'il y a ces mouvances-là au sein du Front National qui n'est pas un parti monolithique. Bien sûr, et à adoucir son image parce que Absolument. Selon les sondages les plus récents aussi, les Français ont de la difficulté à lui faire confiance, globalement, bien sûr. Donc, ce blog, Carnet d'espérance, vise aussi à la montrer comme une mère. Ça, c'est très important dans le portrait qu'on fait de la femme candidate. Absolument. Et ça a toujours été une figure, la figure paternelle a toujours été très importante à l'extrême droite. On pense au maréchal Pétain qui avait et tout le symbole travail, famille, patrie. Alors, quelque part, elle matriarchise ça pour essayer effectivement d'emporter le pouvoir à une heure où, on le voit avec le sondage IFOP, les Français ont du mal à croire dans les élites traditionnelles. Et ce qui est intéressant, il y a un parallèle. Aujourd'hui, vous savez, c'est le Super Tuesday. Il y a un parallèle très important à faire avec ce qui se passe dans ce désenchantement des élites et cette quête d'une alternative extrême, souvent centrée sur l'identité que l'on voit avec Trump d'un côté et Bernie Sanders de l'autre. Donc c'est quelque chose qui correspond aussi à une lame de fond. C'est une période de crise, de confiance globalement et dans les élites et dans la mondialisation. Et je pense que ça reflète un peu cette idée-là. Alors cette bande dessinée imagine, en effet, une victoire de Marine Le Pen. Une victoire de Marine Le Pen le 7 mai 2017 et essaye de projeter quels vont être les 9 mois, d'abord les 48 premières heures, puis les 9 mois qui vont suivre. Bon, alors au départ, évidemment, on illustre les réactions des analystes, des journalistes, des commentateurs qui sont tous un peu quoi? Oui, mais je peux imaginer être comme ça le 8 novembre au soir lorsque Trump sera élu. Arrêtez. Non, c'était de la fiction. D'accord. C'était de l'anticipation. Est-ce que vous imaginez que les chances de Marine Le Pen sont équivalentes à celles de Donald Trump, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où Marine Le Pen prendrait le pouvoir en France? Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste de la même manière que Trump, c'est en imaginant qu'un front républicain ne parvienne pas à se constituer, ce qui a toujours été le cas dans le cas où l'extrême droite était présente. On l'a vu au régional dernièrement, on l'a vu lorsque Le Pen a accédé au second tour en 2002. À chaque fois, on dirait que l'électrochoc a fait que les gens se sont rassemblés pour un vote opposé à cet extrême qui devenait trop proche. C'est aussi ce à quoi on s'attend aux États-Unis. Donc il y a un parallèle intéressant à faire, mais le scénario d'un éclatement du Front républicain, basé sur le fait que ces vieilles élites trop avides de pouvoir ne parviennent pas à s'entendre, fait partie des scénarios possibles. Envisageables. Et c'est pour ça que il y a un autocollant sur le dessus de la bande dessinée, écrit en blanc sur rouge, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.
Et j'avoue que ça me trotte en tête depuis que j'ai ouvert cette bande dessinée. Surtout que ce qu'on découvre à la lumière de ce scénario, qui est très bien fait d'après vos commentaires que j'ai lus, c'est que la France, dans sa structure politique, est tout à fait prête à accueillir un pouvoir exercé de façon aussi radicale que pourrait le faire Madame Le Pen. La Ve République, dans sa constitution actuelle, on pense évidemment à la déchéance de nationalité, qui est une loi récente émise par le gouvernement de François Hollande. C'est un scénario qui est envisageable. Oui, et c'est un scénario d'autant plus envisageable que les républiques en France se sont toujours constituées dans un grand chaos sur fond de crise fondamentale. Et la Ve République s'ouvre sur la guerre d'Algérie et culmine à ce moment-là avec De Gaulle, avec la mise en place d'un état d'urgence au moment du putsch des généraux en 61. Donc la Ve République est créée pour pouvoir à un moment donné permettre cette extrême centralisation des pouvoirs constitutionnels entre les mains d'un seul. Ça, c'est une chose. Donc la Ve République offre cette possibilité. D'autre part, et je suis allée voir par souci d'objectivité et compte tenu des débats que nous avons déjà eus ici, je suis allée voir les médias d'extrême droite pour voir ce que eux en disaient. Oui, et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont voir cette bande dessinée en disant qu'au fond, les outils dont Marine Le Pen hérite sont des outils qui ont été mis en place et par le gouvernement de Sarkozy et par le gouvernement de Hollande, dont certaines mesures d'écoute électronique, de surveillance informatique. C'est l'état d'urgence actuellement, etc. Prolongé. Donc, il y a une volonté de montrer que c'est non seulement possible, mais probable. Que la probabilité que cet État se centralise, devienne policier, est extrêmement élevée. Alors, ils imaginent donc effectivement les 24 premières heures, l'étonnement des gens, l'incrédulité, puis petit à petit, la mise en place de ce qui est un état d'urgence permanent, un état d'exception permanent, avec des perquisitions policières, avec des gens qui n'osent plus parler. Ce qui, entre parenthèses, est déjà le cas ponctuellement pour certains groupes activistes, par exemple écologistes, qui sont frappés de plein fouet par les mesures antiterroristes. Et petit à petit, on voit ce régime dériver jusqu'à ce qu'on en arrive à la dernière page. Et je ne vendrai pas le punch, mais Marine Le Pen est confrontée à un moment, une crise, et son gouvernement lui dit « Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle répond « Je ne sais pas ». Et donc la page d'après, c'est une page blanche, et on se dit que le « je ne sais pas », c'est vraiment le chaos. C'est on serait, si elle était élue, potentiellement à 9 mois d'un chaos total. C'est un livre extraordinaire qui est bien conçu. Bien sûr, c'est un roman d'anticipation. Donc ils imaginent que les astres s'alignent d'une certaine manière. On est un peu chez Houellebecq avec Soumission, par exemple. On est chez Houellebecq avec Soumission. On est aussi dans l'été de cristal de la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, avec cette ambiance lourde, sourde, où on voit vraiment les mâchoires de l'État policier se refermer, mais graduellement. À l'époque de l'élection des nazis. C'est ça. Et donc, il y a un parallèle important, je pense, que les auteurs ont voulu faire de manière implicite, d'autant plus que, en contrepoint, en quelque sorte, de cette histoire constitutionnelle et politique, il y a une famille multiculturelle, avec une jeune Parisienne qui n'a jamais eu ses papiers, donc qui va se trouver expulsée, avec Stéphane d'un côté, Tariq de l'autre, tous deux de la même famille, mais avec des héritages différents, et surtout une matriarche Antoinette, qui va mourir à la fin, mais qui incarne l'esprit de la résistance à Vichy. Elle a 94 ans. Elle a 94 ans. Et donc, ce contrepoint est intéressant parce que ça montre toujours à quel point, au fond, la France a déjà dérivé dans un État policier. Elle a déjà exclu les étrangers. Elle a déjà contraint la parole. Donc, tous les instruments sont là. Et en fait, il ne tient qu'aux Français de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se mobiliser, sinon ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Oui, mais la réaction qu'on a quand on voit monter en puissance des éléments radicaux, cette vision radicale d'un certain pouvoir, c'est qu'on se dit tous, dans l'exercice même du pouvoir, ça pourrait pas être fait de cette façon-là. C'est ce qu'on se dit en voyant la popularité montante de Donald Trump. On se dit, si jamais il est élu, il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin et l'exercice du pouvoir va calmer cette vision radicale. C'est ce que se disent les Français aussi. Mais et quelque part, tout le long de ce livre, je me disais que lorsque quelqu'un entre au pouvoir, même Kim Jong-un,
n'a pas utilisé... En Corée du Nord. En Corée du Nord, n'a pas utilisé la bombe nucléaire, ou l'ayatollah Khamenei n'a pas utilisé la bombe nucléaire alors qu'ils avaient le bouton entre les mains. Donc, on pourrait être dans les exemples sont caricaturaux, mais dans l'idée, on se dit que le pragmatisme de l'exercice du pouvoir va forcément contraindre le leader à la rationalité. On a déjà eu des leaders qui étaient un peu en dehors de leur pompe. Nixon, par exemple, aux États-Unis, en était un. Il était paranoïaque, il avait une certaine violence dans ce qu'il était. Il avait un langage fleuri, d'ailleurs, tout comme Marine Le Pen et Donald Trump. Donc, on peut imaginer que, justement, à un moment donné, les institutions font leur œuvre. À la fois et dans le même temps, tout en me disant ça et en lisant ce livre, je me disais oui, mais les Juifs de Hambourg se sont dit exactement la même chose aussi. Cette communauté, il y en a qui ont fui, mais cette communauté qui n'a pas fui, les Allemands modérés qui disaient oui, mais ça ne pourra pas aller plus loin. C'est très net dans la trilogie berlinoise. Tout à fait. Donc, à quel moment est-ce que justement l'histoire nous échappe et qu'est-ce qu'on doit faire pour y résister? Antonio? Non, puis d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, parce que effectivement, l'état d'urgence est déjà en place et en réalité, ce qui se passe, c'est que la figure d'une extrême droite, elle est en quelque sorte, elle nous empêche de voir que l'extrême droite est déjà là quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà très extrême ce qui est en train d'arriver sous un gouvernement socialiste. Alors, imaginons déjà un gouvernement simplement. Bon, donc, alors c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que l'état de surveillance. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans les rayons de la librairie ici que Ignacio Ramonet vient de sortir un livre sur l'état de surveillance. Et je pense qu'on est déjà dans un état qui est comme ça. Enfin, dans beaucoup. Aux États-Unis certainement, au Canada aussi, et en France avec ces mesures d'urgence. C'est ça. Donc quelque part, il y a quelque chose d'étrangement. Ça fait aussi le jeu de cet autre extrême du pouvoir que de représenter toujours quelqu'un qui est précisément un peu folklorique, etc., et qui est comme plus extrême. Et du coup, on se dit alors, on va se rallier autour de Sarkozy, on va se rallier autour de Juppé, alors qu'on est déjà en train de céder complètement complètement sur des libertés fondamentales. Et ce qui est intéressant aussi, justement, dans la représentation des extrêmes, c'est que les auteurs qui se sont entourés d'ailleurs de journalistes experts de politique étrangère, d'économie, donc qui ont élaboré des scénarios. Imagine le scénario d'un effondrement économique parce que on se retirerait de la zone euro, on rétablirait le franc et donc la Banque de France pourrait prêter à taux zéro, mais dans le même temps, les investisseurs prendraient peur. Et ça, c'est une vraie politique préconisée par le Front National. Oui, et d'ailleurs, ils démontent, ils prennent les extraits, c'est très intéressant aussi, ils prennent les extraits du programme du Front National et soit les appliquent tout en faisant parler souvent Antoinette qui va les démonter, mais ils les mettent en œuvre. Il faut quand même savoir, et j'ai l'air de relativiser l'impact que peut avoir le Front National, mais je pense que c'est important d'en prendre compte que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, on a parlé du mur d'argent. Et pendant les jours qui ont suivi, les marchés se sont effondrés en 1981 parce que il y avait les nationalisations. Donc tout ce qui va être perçu comme extrême a ce potentiel de déstabiliser substantiellement le pays. Mais encore une fois, on l'a vu avec Mitterrand, l'expérience plus à gauche, qui n'a rien à voir avec Marine Le Pen encore une fois, mais n'a duré qu'une année. En 83, on était revenu à une politique as usual. Alors, de droite. Oui, de centre droit en tout cas, mais certainement plus du tout socialiste. Alors, ceci étant dit, pour aller cette fois dans l'autre sens, cet ouvrage rend très bien compte de la radicalisation des membres du Front National et des Français qui se perçoivent comme étant des Français de souche, galvanisés par l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Ce dont ils ne parlent pas, c'est de ce qui se passerait de l'autre côté. Est-ce que la gauche serait véritablement, est-ce qu'ils n'en parlent pas, est-ce que la gauche serait véritablement apathique? Moi, j'ai le sentiment que les banlieues prendraient feu, s'embraseraient. J'ai le sentiment que les gens iraient dans la rue. Donc ils parlent de grève, de manifestations, etc. Mais je pense qu'ils ont été, ils sont allés dans la version un peu légère de la tension, voire d'une tension proche de la guerre civile ça susciterait en France. À moins qu'ils aient raison et qu'à la manière de Vichy, les Français soient au moins pour quelques années très apathiques. La présidente de François Durper et Farid Boudjelal, c'est publié aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Elisabeth Vallée, de l'avoir lu pour nous. Comment va le monde?
Selon les données publiées par BFM TV hier, la candidate du Front national, Marine Le Pen, est en tête des sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle avec 27, voire 28% des intentions de vote, loin devant François Fillon et Emmanuel Macron. La candidate frontiste est donnée en position de force pour atteindre le second tour du scrutin qui aura lieu, rappelons-le, le 7 mai. Le duo formé de François Durper, historien spécialisé dans les questions de diversité culturelle, et de Farid Bougela, auteur et dessinateur, avait déjà imaginé l'élection de Mme Le Pen dans un ouvrage intitulé La Présidente, paru en 2015 et vendu à 120 000 exemplaires en France. Et voici que les auteurs imaginent maintenant la France alors que Marine Le Pen a complété un premier mandat, un autre roman graphique intitulé Totalitaire, La Présidente, qu'a lu pour nous notre collaboratrice adorée Elisabeth Vallet, professeure associée au département de géographie de l'UQAM et directrice scientifique de la chaire Raoul Dandurand. Elisabeth, à peu près à la même époque l'an dernier, vous avez lu le premier tome, oui, où les auteurs avaient imaginé déjà l'élection de Mme Le Pen, mais rappelons aussi qu'ils avaient imaginé, dans la même histoire, le Brexit, qui allait survenir plus tard, et la montée des populistes en France, notamment, et en Europe. Le tome 1 s'ouvrait sur le 7 mai 2017, où on voyait apparaître le visage de Marine Le Pen à la télévision, élue, avec 35% de taux d'abstention et un peu plus de la moitié des votes, une configuration que l'on retrouve du côté de nos voisins du Sud. Ben oui. Toujours est-il que, donc, ils expliquent comment cette présidente, très vite, dans ses 100 premiers jours, allait mettre en place la préférence nationale, faire en sorte de supprimer le Conseil constitutionnel, qui est en fait l'équivalent de la Cour suprême américaine sur le plan de l'analyse de la Constitution, qui allait expliquer aussi comment les médias allaient être mis à mal et comment l'un d'entre eux, TF1, allait devenir le bras médiatique du gouvernement, tandis que les autres allaient sombrer dans la clandestinité puisqu'ils étaient, ils voyaient leur budget largement amputé. Et le livre se terminait sur une France qui allait moins bien parce que, à trop vouloir mettre en place la préférence nationale et à fermer les frontières, on a des importations qui coûtent beaucoup plus cher en sortant d'un ensemble de libre-échange. Et du coup, sous la pression de l'inflation, le pays allait moins bien, ce qui fait qu'un groupe néo-nazi, estimant que Marine Le Pen était trop modérée, kidnappait le président de l'Assemblée nationale. Et donc, ça se terminait en février 2018. Voilà. Et là, le tome 2... Et voilà, on commence alors qu'elle est au pouvoir depuis donc un premier mandat, donc depuis presque 5 ans. On est en 2022 et peut-être juste avant dire que donc sur l'ouvrage on voit Marine Le Pen devant des vitres et il y a un petit macaron. Je me souviens de celui sur le tome 1 où il était marqué vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Et puis ce petit macaron qui ressemble, vous savez, un petit peu au macaron qu'on trouve dans les librairies, et où ils ont marqué il est encore temps d'éviter le pire. Donc c'est une bande dessinée militante qui essaye de faire de la politique fiction. On voit que les images sont des images comme un roman photo, un peu, donc quelque chose de très réaliste. C'est nouveau d'ailleurs ça, c'est la politique fiction ou la science-fiction politique, Elisabeth Vallet. Oui, c'est un genre qu'on commence à voir explorer un peu plus, mais je vous dirais que l'alliance entre un universitaire et un illustrateur, là, présente l'intérêt de se baser sur des éléments réalistes. Et donc l'ouvrage s'ouvre justement sur le fait que les sondages ne sont pas favorables à Marine Le Pen, au retour que Mohamed Fadez, qui est un musulman modéré, laïque, en fait a réussi à fédérer la gauche, et donc se pose la question de comment est-ce que Marine Le Pen va faire face à ce candidat inattendu en quelque sorte. Et puis très vite on va avoir une espèce de double page où on explique tous les dispositifs qui ont été mis en place sous Marine Le Pen, notamment la fameuse déchéance de nationalité dont on a déjà parlé ici, qui donc a dont il avait été fortement question l'an dernier, et puis que au bout d'une grande controverse en France, Hollande a décidé de laisser tomber, mais on pourrait imaginer que Mme Le Pen irait vers une déchéance de nationalité. Ça n'a pas été constitutionnalisé, mais en soi ça existe dans les procédures pénales, et puis l'interdiction du voile, et très vite on va tomber sur une page où les auteurs imaginent, l'ouvrage est publié en octobre dernier, imagine que si Hillary Clinton a été élue en 2016, eh bien 4 ans plus tard, c'est Donald Trump qui l'a remplacé. Donc ils se sont trompés de 4 ans. Ah bon, mais quand même. Et donc, ça nous rassure quand ils se trompent à l'heure actuelle. Oui. Et peut-être juste pour aller à la fin du livre, le moment peut-être le plus glaçant de ce livre-là, parce que s'il se rapproche de nous, on a une double page où on voit le bureau ovale à la Maison Blanche et 4 leaders qui discutent entre eux. On va trouver
trouver Boris Johnson qui a remplacé Theresa May au Royaume-Uni. On va trouver Donald Trump, président des États-Unis, Vladimir Poutine et là, celle qui va succéder à Marine Le Pen. Et les trois discutent du fait que le mode de vie est attaqué de toutes parts, de Chine, du Moyen-Orient, de l'Afrique. L'actualité de ces discussions fait froid dans le dos. Oui. Toujours est-il que les auteurs donc vont expliquer que donc imagine. C'est juste en octobre, et c'était de la politique fiction. Imagine qu'un pays est capable de mettre en place ou d'opérationnaliser des lois déjà existantes. Ça, c'est l'élément important. Il s'appuie sur le socle de lois existantes. Et imagine qu'un gouvernement les utilise à pleine capacité. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le décret, la possibilité d'expulser des immigrants illégaux aux États-Unis existe. L'interprétation qu'on a faite de cette disposition, qui est de dire, est-ce qu'on peut expulser des immigrants illégaux qui auraient non pas commis un crime, mais simplement un petit délit, voté par exemple de manière frauduleuse. Donc c'est ce qui est en train de s'appliquer aujourd'hui. On n'a pas besoin de décret anti-migratoire pour dire que ces immigrants illégaux qui ont commis ne serait-ce qu'un léger délit peuvent être expulsés. Donc on va procéder par les structures déjà existantes en les poussant à leur maximum possible. Complètement. Ouais. Les douaniers peuvent nous demander nos codes de réseaux sociaux à la ligne frontalière et sur les 100 km à rentrer aux États-Unis, ils peuvent le faire. C'est un décret de 1953. Donc tout ça a été réactivé par l'ère Trump. Alors ce que eux expliquent, et encore une fois, ils sont en octobre, donc c'est encore vraiment de la politique fiction, eh bien ils regardent toutes les dispositions du code pénal actuel en France, en raison de l'état d'urgence notamment, qui vont permettre la reconnaissance faciale, le contrôle des communications électroniques, l'arrestation sans droit à un avocat de quelqu'un qui serait soupçonné d'avoir des liens avec une entreprise terroriste. Et donc, en l'opérationnalisant, ils imaginent que Marine Le Pen, en fait, trouve un moyen de faire arrêter son opposant et donc de marcher de nouveau vers une réélection. Et puis, il y a d'autres éléments que l'on voit, par exemple des camps de détention. Alors, les immigrants illégaux non expulsables, par exemple les apatrides, seraient détenus dans des camps de détention et les camps de détention seraient gardés par des robots tueurs. Donc, des robots qui... On sait déjà que dans certains conflits, c'est des robots qui agissent aussi. On sait déjà que dans certains conflits, ce sont des robots et on sait qu'à certaines frontières du monde, certains murs frontaliers sont gardés par des robots armés. Donc, là aussi, on ne fait que pousser plus loin quelque chose qui existe déjà dans des zones qui sont peut-être moins des zones d'état de droit. Bon, les auteurs dans l'univers qu'ils représentent, cet état totalitaire, parce que c'est le titre en plus, on s'en cache pas, que va mettre en place Marine Le Pen, c'est un véritable chaos toutefois. Oui. Et ça fonctionne pas, Isabelle. Non, ça ne fonctionne pas. Elle est obligée de mettre en place des politiques d'austérité parce que l'argent ne rentre plus, parce que tout coûte plus cher, parce que les gens payent moins d'impôts, parce que ils ont moins de capacité de générer de revenus, parce que paradoxalement, les frontières ouvertes, en fait, génèrent beaucoup plus de croissance que des frontières fermées et qu'expulser des immigrants illégaux et tous les immigrants et générer la préférence nationale, eh bien, ne fonctionne pas forcément parce qu'il y a des jobs qui sont faits par soit des immigrants que les nationaux ne veulent pas faire. Oui. Évidemment, depuis l'élection de Donald Trump et dans l'éventualité de l'élection de Mme Le Pen en France, les analystes souvent vont dire, bon, ce sont des démocraties qui existent depuis un certain temps. On s'est beaucoup rabattu, par exemple, aux États-Unis sur la capacité de ce qu'on appelle le checks and balance. Est-ce qu'on peut se permettre de croire que des êtres qui ont des volontés totalitaires vont être stoppés par les institutions, autant aux États-Unis qu'en France, à l'heure actuelle? Quel regard on peut porter sur la structure même de ces deux pays? Le regard que l'on peut porter sur la structure de ces deux pays, c'est que nos démocraties sont très, très fragiles. Et que les checks and balances, c'est un système britannique à l'origine, ou issu en fait de la culture britannique, plutôt ce serait plus exact, et que ce genre de choses ce genre de jeux qui étaient joués par des gentlemen, aujourd'hui sont joués par des voyous. Et les voyous ne vont pas obéir par les règles et les usages et les traditions, donc vont kidnapper certains pans ou vont les utiliser sans tenir compte justement des traditions républicaines ou des traditions démocratiques. Et ce qui est fou dans ces deux tomes qu'il faut vraiment lire bout à bout, c'est à quel point il est
aisé de confisquer les mécanismes de la démocratie en les utilisant même de l'intérieur. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer d'une certaine façon aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment lire le tome 2 comme étant une fiction de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. En effet, c'est une extrapolation. Le rapport aux immigrés, la surveillance, le fait de pouvoir interdire l'entrée à quelqu'un sur le territoire américain simplement parce que l'on estime que peut-être il n'est pas en faveur de la personne qui occupe le pouvoir le plus le prédominant. Tout ça correspond exactement à ce que l'on voit dans cet ouvrage. La négation aussi des contrats d'échanges commerciaux. Bon, évidemment, on peut imaginer que ça va avoir la même incidence. Est-ce qu'on parle de la faveur populaire là-dedans? Est-ce que les gens sont derrière la nouvelle présidente totalitaire? Alors non, alors ce qui est intéressant, c'est que très vite on voit que la droite républicaine, au moment de l'accession de Marine Le Pen, sa montée en puissance s'effrite. Il y a une partie qui va l'appuyer mollement pour ne pas perdre le pouvoir. Ce serait l'équivalent de quelqu'un comme Paul Ryan au Congrès. On a une partie qui s'y oppose mais qui se casse les dents. Ce serait l'équivalent de John McCain au Sénat. Et puis on a une résistance qui se met en place, notamment sous de forme de sites web, de réseaux sociaux. Mais très vite, la surveillance électronique va emporter le morceau et va finir par museler ces gens-là. Les médias, notamment, sont vraiment mis à mal. L'usage du mensonge comme instrument électoral aussi, vraiment, est manifeste. Instrument de gouvernance, là, dans le cas de Donald Trump. Instrument de gouvernance. Et encore une fois, ça a été écrit en octobre. Donc, c'est vraiment surprenant. Et puis, il y a une actualité qui concerne directement les Américains, c'est qu'aujourd'hui, la radio publique et la télévision publique, PBS et NPR, sont en passe de se faire couper l'intégralité de leur budget, exactement ce qu'avaient préfiguré les auteurs en imaginant que Radio France et France Télévisions se feraient saborder leur budget et se trouveraient à émettre de manière clandestine pour exister. Alors, paradoxalement, dans les résistants, Fatih, petite fille de tirailleurs sénégalais, donc qui ont combattu pour la France, se retrouve expulsée au Sénégal, et dans l'histoire, c'est elle qui est véritablement heureuse. Parce qu'elle écrit à son chum qui lui est pris à Paris, qui se cache dans un coin pour éviter les surveillances et qui lui raconte tout ce que ça va pas. Son ambiance est noire et elle élève leur enfant loin au Sénégal. Et au fond, le bonheur n'est peut-être plus en Occident. Voilà, c'est la morale de cette histoire totalitaire. La présidente, tome 2 de François Durper et Farid Boudjela, c'est paru aux éditions des Arènes. Merci beaucoup, Elisabeth Vallet.